En virage cette semaine, nous avons en studio la BMW i5 100% électrique. On va aussi vous parler de la Toyota Corolla GR. On s'entretient avec Charles Drouin de la Corporation Mobilis. On va vous parler de la soirée avant-première du Salon de l'Auto de Québec qui s'en vient à grands pas. On va aussi avoir plusieurs nouvelles de l'industrie. À la fin de l'émission, on va répondre à vos questions. Tout cela à virage dans un instant. Virage Auto est propulsé par IA Assurance Auto et Habitation. Alors, pour parler de tout ça en studio, j'ai avec moi aujourd'hui Marc Bouchard et Jacques Bienvenue. Salut, messieurs. Salut, Daniel. Ça va bien? Oui. En Merci. forme? Ah oui, bien oui. Bon, parfait, j'espère, parce qu'on a deux voitures à parler et bien d'autres choses à l'émission aujourd'hui. À la fin de l'émission, on va donner les noms des gagnants d'une paire de billets pour le Salon de l'Auto de Québec. Donc, restez là, on va en parler un petit peu plus tard. C'est Marc qui va nous dévoiler les nombreux gagnantes et gagnants. Mais avant, on va parler du BMW qu'on a ici même en studio, la i5 xDrive 40, une BMW, je dirais que c'est la plus grande berline. C'est pas la plus grande, c'est la i7 la plus grande berline. Oui. Donc, on a une berline intermédiaire quand même de bonne dimension, mais plus grande, j'allais dire, que la i4, parce qu'on a trois différentes grandeurs de berline électrique 100% du côté de chez BMW. Et je trouve que c'est vraiment le fun parce que la plupart des autres fabricants, on s'en va dans le sport utilitaire puis on délaisse la berline. Quand on conduit une berline, on sait pourquoi on fabrique des berlines. C'est le fun à conduire. On aime ça, au sport utilitaire, mais une berline, c'est le fun à conduire. Marc, mets-nous cette i5 en contexte. Bien, surtout les BMW. De tout temps, que essence ou électrique, BMW a toujours été un véhicule qui était tourné vers le pilote. Plus, tu sais, les autres allemandes, Audi, c'est un peu le compromis. Mercedes, c'est un peu plus bourgeois, confortable. BMW, ce sont des voitures à piloter, pas à conduire. Et c'est particulièrement vrai avec la i5 et la i4. Je trouve qu'ils ont réussi à aller chercher cet élément-là de personnalité, alors que souvent, dans les véhicules électriques, on perd un peu cet aspect-là. Chez BMW, on a trouvé la recette pour le conserver. C'est une structure qui est extrêmement solide, extrêmement bien assise sur la route, on le sent. C'est une conduite qui est directe, c'est une conduite qui est agréable. Évidemment, beaucoup de puissance. On parle de 389 chevaux, mais 435 livres-pieds de couple. Et comme toutes les voitures électriques, bien, le couple, il est instantané. C'est comme une lumière. On l'allume, elle s'allume. C'est là. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'entre-deux. Évidemment, ça prend des bons pneus. Les pneus qui viennent de série sont efficaces. Ce sont des pneus de performance. La voiture qu'on a en studio, en plus, a des éléments, je dirais, particuliers au niveau des options. Mais même sans ça, ce que moi, j'ai beaucoup apprécié, c'est cet élément, justement, de conduite précise et de conduite qui nous ramène, en fait, à l'âme même de BMW. La solidité du véhicule, c'est incroyable. le confort, les matériaux, parce qu'il faut analyser cette voiture-là sous deux angles. Ouais. Évidemment, c'est une voiture qu'on aime conduire, même piloter, comme tu le dis. Le confort, le luxe est là, extérieur, intérieur, les matériaux, la qualité des matériaux, tout est là. Au niveau de la batterie, on a fait le bon choix, 84,3 kWh. Ça devrait nous donner 480 km. C'est pas ça dans la vraie vie. Donc, le choix à peu près partout, le positionnement des batteries, vraiment très bas. Un gros point pour la pompe à chaleur, parce que je vais vous dire qu'il y a de la chaleur dans cette voiture-là, puis c'est probablement à date la voiture électrique que j'ai conduite qui m'amenait le plus de chaleur dans l'habitacle. Donc ça, j'ai été quand même surpris parce que ça n'a jamais été le point fort de BMW. Donc ça, c'est un autre point. Des éléments aussi à l'intérieur parce qu'il faut regarder en deux temps l'intérieur du véhicule de jour et de soir.
qui est complètement différent parce que les bandes lumineuses qu'il y a à l'intérieur, de jour, ça fait un peu plastique et c'est un peu bizarre à regarder dans le jour. Et le soir, c'est magnifique, c'est haut de gamme, c'est pratiquement le plus bel habitacle de soir que tu peux pas avoir dans l'industrie automobile. Et tu peux le moduler à part ça, en plus. Tu peux changer oui, on les peut lumières, changer de couleur, ça change tout ça. Bref, ça fait tout. Là où il faut la regarder, c'est du côté du prix et de l'autonomie. Oui, bien effectivement, tu as raison. Parce que du côté de l'autonomie, techniquement, BMW nous annonce 428. Moi, quand j'ai conduit la voiture il y a quelques semaines, il ne faisait pas les moins 20 qu'on a connus au cours des derniers jours. Je faisais 340, 350 quand tout allait bien avec le vent dans le dos. Je suppose que tu as fait moins que ça parce qu'il a fait moins 20. À matin, c'était moins 20. Ce matin même, au moment d'enregistrer l'émission, c'était moins 20. Et Daniel aime bien son petit confort, donc il y avait les sièges chauffants, le volant chauffant, il y avait du chauffage à l'intérieur. À 100 de voiture, de batterie, ça me donnait 222 km d'autonomie. C'est complètement fou pour une voiture qui vaut 97 000 comme elle est équipée en studio. Et lorsque tu roules avec, il n'y a pas de mensonge, par contre. C'est vraiment le 222. Donc, le kilomètre te donne... La voiture te donne le vrai kilomètre. Tu fais 1 kilomètre, tu perds 1 kilomètre. Donc, ça, au moins, tu n'as pas de mensonge. Quand tu enlèves les éléments de confort, que j'aime bien, bien là, évidemment, tu as des gains en autonomie qui sont quand même appréciables. Mais c'est la réalité de la voiture électrique. Puis c'est ça, c'est le prix qui blesse. Mais le temps de recharge pour ce véhicule-là, les heures, moi j'ai vérifié un peu partout, ça semble autour de 8 heures. Sur une borne niveau 2. C'est une borne de niveau 2, une borne à la maison. Par contre, la vitesse de recharge rapide, elle est assez bonne. Moi, je l'ai chargé sur une borne publique de niveau 3, puis en dedans de 35 minutes, j'avais récupéré 80 de la batterie sans difficulté. Donc, ça, c'est compétitif avec ce que les autres font. De mémoire, c'est jusqu'à 180 kW qu'on peut aller chercher au niveau de la rapidité de recharge, ce qui est, comme je te dis, qui est à peu près l'équivalent de ce qu'on retrouve actuellement sur le marché. Ouais. Moi, ce que je trouve intéressant des BMW, parce que des BM, comme on les appelait, parce que ça fait longtemps que ça existe, là, la série 5. En 1972, il y a 51 ans, les premières. Moi, j'en ai eu, je me souviens d'en avoir acheté à cette époque-là, mais qui étaient les séries 5, les premières qui arrivaient. Là, par la suite, il y a eu les 535. Mais quelle voiture à conduire, qui était super agréable. Bon, la voiture, si on allait en Allemagne, j'ai été quand même quelques fois, là, puis la voiture à rouler sur les autoroutes là-bas, c'était une 535. Emmenez-en de l'asphalte, ça en mangeait en bataille. Alors, ça a été une voiture extrêmement agréable. Et qui était petite, mais en 1960 et pas trop quoi, une quinzaine d'années par après, ils ont sorti, ils ont grossi la série 5, qui est devenue une voiture plus grosse, pas comme aujourd'hui, mais c'est devenu une voiture aussi grosse que la série 7. Alors, la série 7, elle aussi, a pris de l'embonpoint aujourd'hui, mais aujourd'hui, on a une voiture qui est l'équivalent de la série 7 à l'époque. Et ça fait une voiture drôlement plaisante à conduire. Celle-ci, je ne l'ai pas conduite, mais quand j'ai monté à bord l'année dernière d'une voiture série 5, c'était quelque chose. Ça reste toujours une voiture agréable, avec de l'espace. De l'espace autant au niveau des conducteurs, etc. Et les places arrière qui sont quand même agréables. Daniel, tu parlais du plaisir de conduire un sédan. Tu sais. On est tous portés à aller vers un SUV, mais on oublie quand on embarque là-dedans, on a du plaisir en tabarouette. Si les gens allaient faire un tour avec ça, ils ont quand même des grands coffres, ils ont quand même de l'espace. Tu sais, tu peux t'amuser avec une voiture comme ça. Et quand tu arrives avec une voiture électrique comme celle-ci, bien, c'est là qu'on voit tout le progrès que BMW a fait au cours des années. Et celle qu'on a ici a des roues 20 pouces. Et on nous dit que ça consomme un peu plus que si on avait des 19 pouces, parce qu'il y a de la 19 pouces, de la 20, de la 21 pouces. Ça reste des voitures qui sont lourdes à conduire, qui pèsent au-delà de 2 tonnes, ça, cette affaire-là. Ouais. Tu le sens un peu au niveau des suspensions. Avec nos routes, ça, c'est un peu dommage. C'est ça. Alors, les freins, ils ont un système de freinage régénératif pour aider à la recharge des batteries ou à maintenir une certaine recharge. Belle voiture. Moi, je trouve que belle voiture.
j'irais pas payer ça. La série 4 est peut-être plus intéressante avec l'équivalent en mécanique. Je suis obligé de dire que j'ai conduit les deux, Oui. une après l'autre. Puis si j'avais le choix, j'opterais pour la i5 n'importe quand. OK. Pour moi, la série 5, ça a été longtemps la meilleure berline au monde. Ah, puis Toutes elle- catégories confondues. Et je pense qu'on a ramené ça un peu avec la i5. Là, je vais être obligé de chicaner Daniel un peu, par exemple, pour son petit confort, parce que on n'a pas parlé. Ce qu'on n'a pas parlé, c'est de la technologie à bord. Système d'infodivertissement qui s'est beaucoup amélioré. Bon, oui, encore la reconnaissance gestuelle, là, pour monter le volume. Puis, bon, je n'aime pas ça, mais ça fait partie des attributs. Sauf qu'il y a une application BMW qui est ultra efficace, que tu peux utiliser et où tu peux démarrer le chauffage et démarrer toute la climatisation, les sièges chauffants, avant de partir de chez vous, pendant que tu es branché. Donc, tu ne perds pas autant d'autonomie. Ne me chicane pas. J'ai pas utilisé l'application, sauf qu'une fois branché la voiture, tu as le démarreur à distance sur ton porte-clés. Effectivement. Et ça, c'est vraiment un bon point parce que ça tend à disparaître de plus en plus. Et là, tu l'as. Donc, une fois branché, au moins, j'ai réchauffé l'habitacle C'est ça. Mais avec le télécommande. tu peux sélectionner dans l'application. Et Mais l'application, c'est beaucoup plus efficace. Et puis, elle est super pratique. Et écoutez, moi, j'ai cette application-là. On conduit souvent des BMW, vous le savez. On change de modèle. Tu fais juste changer le numéro de série dedans. Ça prend 30 secondes, c'est fait. C'est vraiment efficace. Donc, une belle technologie, une voiture qui est super agréable à conduire, qui est un parfait compromis entre le pilotage et le confort d'une série 5. Moi, honnêtement, BMW en voiture électrique cette année, ils sont vraiment en avance. Puis on a conduit des Mercedes et d'autres, et on n'a pas le même niveau, vraiment pas. Ouais. Puis au Et niveau- le format. Ouais, au niveau batterie, si on parle de la batterie, tout à l'heure, on parlait de quoi? 89... 84,3 utilisable. 84,3. 89, c'est Mercedes C'est ça. qui a 89. Tesla a 100 kWh de chose. Ouais. Il faut garder les grosses batteries pour la i7 Absolument. qu'on a Absolument. réservé. Mais dans le format de cette voiture-là, présentement, oui, on peut chialer contre l'autonomie et le prix, mais on peut pas chialer contre la qualité de fabrication, l'assemblage, le look, la technologie montée à bord. Tout est là dans cette voiture. Si vous voulez une berline de grand luxe, je pense que c'est vraiment intéressant. Il faut juste, évidemment, planifier en conséquence de l'autonomie. Et parler du look rapidement en terminant. Quand un de nos caméramans, la première chose qu'il dit, c'est « elle a l'air féroce ». Il est un grand fan de BMW. Je pense que s'ils ont bien réussi, alors qu'ils ont été très contestés au cours des dernières années, je pense qu'ils ont réussi à retrouver le chemin du beau design. Mais celle-ci, c'est vraiment joli comparativement à ceux qui ont les fameuses grosses grilles en avant. SR chez l'aimes pas. BM, on le fait pas mal. ouais. On le fait pas mal dans les derniers temps. On n'a pas Merci. peur d'essayer. Merci, messieurs. Voilà, on s'arrête un instant et au retour, on parle de la Toyota Corolla GR. Restez là. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie. Voilà de retour et c'est le temps de parler de la Corolla GR. Marc, tu conduis cette belle petite voiture, rarissime voiture, parce que je pense qu'il y a encore des gens qui aimeraient ça en avoir, mais au niveau de la disponibilité, c'est pas toujours là. Donc, parle-moi de cette auto. Oui, j'ai 16 ans, je vous le dis, j'ai 16 ans. 16 ans? Ah oui, écoutez, cette voiture-là me ramène loin en arrière. C'est tellement agréable à conduire, cette auto-là. Tu l'as dit, il n'y en a pas beaucoup. Cette année, on promet d'en avoir plus parce qu'on a une grande nouveauté, une boîte automatique. C'est important parce qu'on est passé de la boîte manuelle là, à une automatique à entraînement direct. Donc, c'est pas vraiment une double embrayage. C'est vraiment avec des palettes au volant. Elle est ultra rapide comme transmission. En fait, selon les données de Toyota, on est même capable de faire 3/10 de mieux au 0-100 qu'avec une boîte manuelle. Ah oui. Alors, c'est pas rien, là. Faut dire qu'on a rajouté 20 livres-pieds de couple aussi à l'ensemble. Petit moteur, le même, 4,4 cylindres, 1,6, qui fait 300 chevaux. Écoutez, cette voiture-là, c'est un go-kart. C'est littéralement un go-kart. Ah oui. Rouage intégral avec les réglages, évidemment, que tu peux faire. Tu peux, avec une molette, tout simplement déterminer le transfert de couple. Donc, normal, gravel ou le mode track. Je vous le dis, j'ai 16 ans. Je me sens vraiment comme si j'avais un plaisir fou.
Évidemment, c'est une petite voiture qui est aussi un peu bruyante. Elle a un look beaucoup plus agressif, beaucoup plus dynamique, mais c'est la transmission, objectivement, fait un travail impeccable, autant sur autoroute, là, où elle est d'une grande douceur et elle va très bien. Pour une petite voiture quand même sportive, c'est surprenant. Le confort est là, mais quand tu viens pour la pousser en conduite un peu plus dynamique, tu es capable de jouer avec le régime moteur. Et ça, c'est une grande nouveauté exceptionnelle du côté de Toyota. Pour le public, je pense que les gens vont apprécier la boîte automatique cette année parce que ça va permettre de rouler cette voiture-là un peu tous les jours. C'est certain que sur la piste, quand on fait l'essai à Vancouver et un autre endroit, je me souviens plus, au Texas aussi, la boîte manuelle, c'est sûr que c'est le fun d'avoir une boîte manuelle pour les puristes qui aiment vraiment ce type de boîte. Par contre, là où on chiolait un petit peu, c'est que la boîte manuelle aurait pu être un petit peu plus précise, aurait pu être un peu meilleure Absolument. dans la voiture, ce qui aurait fait une plus grosse distance en dire prenez la boîte automatique au lieu de la boîte manuelle. Alors, je pense qu'il y a place à améliorer cette boîte manuelle-là encore, mais comme petite voiture sportive qui s'en fait à peu près plus, tu as la Civic type R, puis tu as cette voiture-là. La Golf Puis R, limite? La Golf La Golf R, oui, R. peut être là-dedans, mais je la trouve un petit peu plus haut de gamme, cette Golf R-là. Donc, ça demeure une voiture qui devient encore un petit peu plus accessible avec la boîte transmission automatique. Moi, je l'aime beaucoup. Mais avec l'avantage de la boîte automatique avec les palettes, moi, je trouve ça extraordinaire. Moi, je conduis énormément avec les palettes. Puis, c'est le plaisir de conduire. La compression, etc., tu peux aller la chercher rapidement. Tu parlais du bruit du moteur. Ça prend ça. Ben oui. Ça prend ça dans cette voiture-là. S'il n'y a pas ça, il manque de quoi. Tu sais. Non, je suis tout à fait d'accord. S'il était trop feutré, tout ça, on ne l'entendrait pas, on perdrait un plaisir de Mais la Jacques, c'est un conduire. 3 cylindres. C'est un 3 cylindres. Ben oui. C'est vrai, je dis Ben un 4, oui, mais c'est un c'est 3 ça qui est cylindres. l'affaire. C'est Mais- fou, là. Parce que je n'ai pas conduit la nouvelle à palette, mais j'ai conduit l'autre. C'était vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant. Non, c'est impressionnant, puis c'est impressionnant à tous les niveaux. Les suspensions, tu sais, souvent, on est obligé de faire un compromis. Ce genre de petit véhicule-là arrive souvent avec des suspensions extrêmement rigides. Là, pas du tout. Je vous l'ai dit, là, moi, j'ai fait 200 km comme d'habitude pour me rendre en studio. Et vraiment, j'ai pas souffert. Les sièges sont confortables. L'intérieur, bon, c'est l'intérieur Toyota, là. Tu sais, Daniel, toi qui aimes le fait qu'on a l'impression qu'on avait oublié de mettre un écran puis qu'on l'a rajouté le vendredi en finissant, là. C'est un peu cet aspect-là. Quelqu'un qui a levé le bras, l'écran. Oh oui, on va le coller là. Mais exactement, tu sais, il y a cet élément-là qui est un peu dérangeant. Mais pour le reste, l'ergonomie est bonne, le système d'infodivertissement va bien. On a l'impression d'être dans une Toyota Corolla traditionnelle, mais on ajoute évidemment ces éléments-là, plus les modes de conduite. Parce que là, je vous ai parlé du mode de transfert de couple, mais il y a quand même les modes de conduite. Un mode éco qui étouffe un peu les prétentions sportives de la voiture, mais il y a un mode sport qui, lui, les ranime considérablement. Et on parlait de bruit, ça transparaît. La transmission devient beaucoup, beaucoup plus rapide. Il y avait bien sûr certaines versions là, plus exclusives de cette petite voiture-là. C'est absolument pas nécessaire. La version que moi, je conduis, elle est tout à fait suffisante. Et je le répète, c'est une auto qui est capable de faire, qui ne demande pas de compromis en usage quotidien, mais qui vous ramène dans un plaisir de conduire que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu avec une voiture. Justement parce que, rappelez-vous quand on avait des STI de Subaru qui étaient... Vous savez, il fallait se Les batailler. premières plus rough. Il fallait batailler un peu. Bien, on a l'impression de retrouver un peu cet élément-là, un peu comme on a eu avec la Focus RS il y a quelques années. C'est un peu le même feeling qu'on retrouve avec cette Toyota Corolla. Honnêtement, j'avais hâte de la reconduire, puis j'ai hâte, je vais être franc. Si là. vous en voulez une, là, allez en commander une tout de suite parce que ce créneau-là est en voie de disparition complètement. Complètement. 49 à 59 000, c'est le prix de la voiture. C'est le prix des STI, à peu près, C'est ça. qu'on trouvait. Puis c'est traction intégrale. Traction C'est intégrale. amusé. C'est le prix du Type R à peu près. Exactement. Parce que- Frein à main, un vrai frein à main, pas un frein à main électronique. Oui. Bon. C'est pas que j'ai essayé, là, mais il y a eu de la neige puis il y avait des stationnements à vide. Ça va la peine d'aller s'amuser un petit peu. Effectivement. Bravo. Merci, messieurs. Ça fait plaisir. Alors voilà, on s'arrête et au retour, on s'entretient avec Charles Drouin de la Corporation Mobilis. Restez là.
Nous sommes de retour. Je suis maintenant accompagné de Charles Drouin, qui est chef de la direction de la Corporation Mobilis et aussi directeur du Salon de l'Auto de Québec. Salut, Charles. Salut. Ça va bien? Très bien. Alors, Charles, on va parler de la soirée bénéfice parce que je pense que c'est vraiment important et surtout de la mission de la soirée bénéfice. Mais juste avant, on parle un petit peu du Salon de l'Auto. Tu vas nous donner les dates puis, évidemment, un petit peu qu'est-ce qu'on va y retrouver au salon. Parfait. Bien, Salon de l'Auto de retour cette année, 4 au 9 mars, centre de foire à Expo-Cité. C'est l'événement familial de la semaine de relâche, comme on le dit toujours. Cette année, notre slogan, c'est « Entrer dans l'action » parce qu'il va y avoir vraiment beaucoup d'actions au Salon de l'Auto à Québec. Et extrêmement fier. Ouais. Pour la 3e année consécutive, le Salon de l'Auto à Québec va être le salon canadien à présenter le plus de marques. Donc, à Québec, cette année, c'est plus de 35 marques qui vont être sur le plancher pour les visiteurs. Des super beaux retours, des belles surprises, dont, entre autres, dans les retours, il va y avoir Subaru. Bon. Ça, Lincoln, absolument. Lincoln, Land Rover, Mazda également va être présent à Québec. Polestar est présent pour la première fois. Donc, on est vraiment, vraiment privilégiés. Ben oui, ça va être un beau salon, puis on va en reparler, là, parce que là, je sais que les gens vont dire « Demande-y, qu'est-ce qu'il va y avoir comme nouveauté dans les voitures? » Mais on va en reparler dans les semaines à venir. Tu vas venir nous en parler. Mais avant, on va parler de la soirée bénéfice, parce que ça aide beaucoup de gens. Surtout l'importance de cette soirée-là pour vous autres, Charles, et aussi la mission un peu de la soirée bénéfice et de la Fondation Mobilis. Oui, la soirée bénéfice avant-première va avoir lieu le 3 mars, donc la journée avant l'ouverture officielle du Salon de l'Auto. Dès 17 h, les portes ouvrent au centre de foire à Expo-Cité. Point important, c'est ouvert au public parce que, bien sûr, la soirée permet de réunir l'industrie automobile. L'ensemble de nos concessionnaires membres, nos 145 concessionnaires, vont être présents, nos partenaires, fournisseurs également, partenaires médias. Ben oui. Évidemment, les représentants également des manufacturiers de Toronto vont être présents à Québec. Mais c'est important, il y a de plus en plus de gens qui viennent du grand public pour participer à la soirée, pour visiter le Salon de l'Auto, justement, en avant-première, dans une atmosphère qui est davantage festive. En même temps, on contribue à une bonne cause, qui est la Fondation Mobilis. Et lors de cette soirée-là, les visiteurs vont pouvoir voir, que ce soit musiciens, acrobates, nourriture et breuvages illimités. Et lorsqu'on achète un billet, on reçoit également un reçu aux fins de don d'impôt de 125 $. On peut se procurer les billets sur le salondautodequebec.com sous l'onglet « Soirée bénéfice ». Ouvert au public, ça, c'est vraiment important. Rappelle-nous la mission de la Fondation Mobilis, puis quel genre d'aide on peut aller chercher avec la Fondation? Oui. Bien, la Fondation a été créée en 2009 par les concessionnaires de la grande région de Québec. De base, Daniel, tu le sais comme moi, les concessionnaires, c'est des super bons citoyens corporatifs. D'une façon collective, ensemble, les 145 concessionnaires redonnent, bon an, mal an, environ $1 million dans la collectivité. Comme c'était passé en 2009, ils ont dit on va créer la Fondation Mobilis. Donc, depuis sa création, c'est à peu près 1,7 million de dollars qui a été amassé. Fait très important, la Fondation Mobilis, il n'y a aucun frais d'administration. Okay. Donc, 100 de l'argent qu'on récolte est reversé à des gens qui en ont besoin. Pour répondre à ta deuxième question, c'est quoi la mission de la Fondation? Eh bien, ça vient en aide des gens qui éprouvent des besoins de mobilité, des problèmes de mobilité, pardon. Okay. Donc, concrètement, c'est quoi? C'est installer une rampe d'accès pour une maison, adapter un véhicule. Une personne qui a un handicap, qui veut continuer à conduire son véhicule, bien, on peut adapter son véhicule, acheter un lève-personne, acheter une chaise roulante. Quelqu'un qui, malheureusement, aurait plusieurs traitements à faire pour se rendre à l'hôpital de sa résidence et qui n'a pas les moyens pour assumer le transport, on peut assumer le transport. On peut assumer le transport également pour des jeunes, pour des équipes sportives. Donc, c'est vraiment tout ce qui touche la mobilité. Donc, très important. Chaque billet vendu aide des gens. Alors, c'est ouvert au grand public. Allez-y, achetez des billets en grand nombre. Aussi, c'est un anniversaire important cette année. Il faut le souligner. Absolument. C'est notre 20e anniversaire pour la soirée bénéfice. Comme je disais, la Fondation, maintenant, cette année, a 16 ans, mais la soirée bénéfice existait avant même la création de la Fondation. Donc, 1,7 million de dollars d'amassés depuis ses débuts. Et cette année, on espère fracasser un nouveau record. L'an passé, c'est plus de 180 000 $ qui a été récolté durant la soirée. Donc, évidemment, j'invite l'ensemble de tes auditeurs à venir célébrer avec nous lors de cette soirée. Absolument. J'espère qu'ils vont le faire en grand nombre. Merci beaucoup d'être passé. Puis on se reparle très bientôt, là, dans les prochaines semaines, pour aller davantage en profondeur dans le Salon de l'Auto de Québec. Merci, Charles. Merci, au plaisir. Alors voilà, on s'arrête à Virage et on va bien rester avec nous.
sommes de retour. C'est le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Alors, Marc, tu commences avec Ford. Oui, Ford qui n'est pas content après le président des États-Unis. Hein? Ben, écoute, on le sait, là, au cours des derniers jours, ça change régulièrement. 25 50 100 on ne sait plus trop où on s'en va là-dedans. C'est justement ce que dénonce Jim Farley, le grand patron de Ford, qui dit, écoutez, prenez une décision. Puis tenez-vous-en à ça, que l'on sache où on s'en va. Oui, l'aluminium, on comprend, mais pour le moment, la plupart de l'aluminium utilisé par Ford est américain, fait que ça les affecte plus ou moins. Mais pour le moment, ce qu'il a oublié de dire, c'est que théoriquement, l'usine d'Oakville, en Ontario, va fabriquer le Super Duty à compter de 2027 et que le Super Duty a une plateforme d'aluminium. Donc là, ça risque de poser des problèmes. Fait que lui, écoutez, faites ce que vous voulez, mais faites quelque chose. Évidemment, ils ne souhaitent pas de tarifs. Évidemment, les experts s'entendent pour dire que s'il y a des tarifs, ça va faire des augmentations qui vont aller de 1 500 à 2 500 US par véhicule aux États-Unis. Évidemment, les gens de Ford ne veulent pas ça, mais ce qu'ils veulent vraiment, c'est qu'ils prennent une décision. Parce que là, pour utiliser le mot de Jim Farley, c'est le chaos. Et lui, c'est l'insécurité qui est en train de tuer ses ventes. Donc, c'est ça qu'il veut régler. Là. C'est la première fois que concrètement, les Américains s'aperçoivent que ces tarifs-là se répercutent directement dans leur poche à eux et non dans notre poche à nous, les Canadiens. C'est ça. Donc, c'est là qu'on commence à s'apercevoir que c'est une taxe donnée aux citoyens américains qui est déguisée. C'est ça. Alors, c'est là que ça brasse un peu. Mais ce qui est surtout intéressant, comme je le dis, c'est que c'est un des grands dirigeants des grandes compagnies américaines. Les autres devraient se joindre la voix, bien sûr, à celle de Ford. Donc, écoutez, c'est loin d'être fini, mais je pense que M. Trump va se retrouver en face de ces trois grands manufacturiers, peut-être plus rapidement qu'il le pensait. Et c'est quand même important de le souligner. Bien oui. Dans les autres nouvelles, je sais qu'on en a déjà parlé, mais je trouvais ça quand même intéressant. La Toyota Celica va faire un retour. OK? On le sait, Toyota l'a confirmé, mais là, c'est plus vrai que jamais. Ils ont réservé le nom GR Celica au Brésil. Oh! Alors, ça veut dire, en fait, que GR, tu le sais, on en parle avec la Toyota GR Corolla, ça veut dire Gazoo Racing. C'est la division de performance de Toyota. Ça vient, en fait, du nom de l'écurie de course de M. Toyoda. Quand lui faisait des courses, son écurie s'appelait Gazoo Racing. Il a décidé de ramener ça. Donc, on a déjà la Supra. On a, bien sûr, la Corolla. On a présenté une minivan au Japon qui s'appelle... oui, c'est Asia qu'elle s'appelle, mais c'est une GR Asia. On parle de ramener une Supra V8 avec un bon moteur de plus de 500 chevaux au cours des prochains mois, qui serait une GR. Et là, bien sûr, la fameuse Celica qui s'en vient. On estime que... C'est important ce que tu viens de mentionner là. Oui. Parce que la prochaine Supra, la prochaine génération de Supra ne sera pas avec BMW. Non. Donc là, on parle d'une voiture développée maison. Super voiture. Là, on parle de plus de 500 chevaux. Donc là, ça risque d'être intéressant. Et là, d'avoir une Corolla, d'avoir une Celica, d'avoir une Supra, est-ce qu'on va avoir ces véhicules-là, les trois, chez nous? J'ai hâte de voir. Bien, jusqu'à maintenant, en tout cas, il semble que oui. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'enregistrement au Brésil fait que ça pourrait être pour l'ensemble des Amériques. On prévoit, écoute, évidemment, c'est strictement spéculatif pour le moment, mais on estime que ça va être avec un moteur de 400 chevaux que va arriver la nouvelle Celica. Quand même, c'est pas rien. Et celle qu'on n'a pas chez nous, cependant, c'est la GR Yaris, qui existe au Japon. Qui serait vraiment cute d'avoir ici. Si ça, on avait ça, ce serait vraiment le fun. Et, attends, on parle même d'une Celica à moteur central. Donc, ça aussi, ce serait... Une MR2? Une espèce d'MR2, effectivement. Donc, on est pas mal dans un contexte où ça brasse beaucoup du côté de Toyota. On est loin de la voiture électrique. On est assez loin. loin. Là, on parle de l'avenir de 1 an, 2 ans, 3 ans de voiture. Et là, on abandonne pas mal et l'électrique, et l'hybride, et l'hybridation légère, et la GR... prolongateur d'autonomie. On n'est pas là-dedans pantoute. Le nom enregistré du GR Celica au Brésil, ce serait pour 2026.
Donc, c'est plus vite que demain prévu. matin, Ah, ça. ouais. Alors, C'est évidemment, C'est une bonne nouvelle. C'est une ça bonne reste à prouver, mais ça pourrait être fort Et intéressant. j'espère qu'on va utiliser un peu le design qu'on avait dans le dernier modèle. Oui. Elle était super belle, il manquait de moteur, mais elle était Oui, super belle. effectivement. Donc, on verra ce que ça va donner, mais oui, ça s'en vient. Du côté de chez Chevrolet, bien, on fait exactement le contraire. On se tourne définitivement vers l'électrification. On veut faire disparaître le Blazer à essence. C'est un véhicule qui, depuis l'arrivée, on va se le dire, là, depuis l'arrivée de la version électrique, marginal. était déjà marginal, Ouais. parce qu'on n'avait pas réussi à trouver sa position. En termes de... Bon, c'était une personnalité qui était plus sportive, mais qui n'était pas tout à fait utilitaire sport. On ne savait pas trop où on se dirigeait. Par contre, il va exister un Blazer à essence en Chine, où c'est une version à 3 rangées. Donc, c'est un beaucoup plus gros VUS en Chine. Mais Blazer. on a déjà les Acadia Traverse ici, Ah oui, c'est donc ça. on n'a pas besoin. Non, exactement. Écoute, l'an passé, juste pour information, les ventes ont baissé de 1,5 à 3 983 exemplaires au Canada. C'est dommage, parce qu'on avait réussi quelque chose d'intéressant au niveau du design. Oui. Bien, Il- on il l'a a pas repris. Il n'a pas percé au niveau de la population, mais au niveau du design, il était beau. Mais on a repris pendant la même silhouette, le même genre de silhouette Pour pour le les EV, véhicules ouais. électriques. Là. Fait C'est que peut pas rien se dire. Je te rappelle que c'est exactement le même genre de véhicule que le Ford Edge, qui lui aussi a pris le chemin des oubliettes. Je te le rappelle. Écoute, il y a une étude qui a été faite par une compagnie américaine où on essaie de déterminer les plus mauvais conducteurs par type de voiture, par catégorie, par compagnie de voitures. On a fait, bien sûr, des ratios au niveau de différents. C'est Tesla qui affiche le plus mauvais résultat avec Ben voyons. Ouais, le véhicule qui a été impliqué dans le plus d'accidents, selon Landing Tree, c'est Tesla qui a déclassé RAM, qui est au 2e rang. Et au 3e rang, c'est Subaru. Par exemple, chez Tesla, on estime qu'il y a eu 36,9 accidents par 1000 conducteurs. Les 33 conducteurs vont dire que c'est le système autopilote. Ben, c'est exactement ce qu'ils disent, en fait. Oui? Exactement. Une partie du problème vient du fait que le système autopilote, avec conduite entièrement automatique, il n'est pas encore au point, puis c'est ça qui a fait que OK. c'est là. Je te signale que si on continue par la suite, écoute, c'est Kia, Buick, Dodge et Hyundai qui sont au dernier rang, donc rien de majeur. On a parlé rapidement du Volvo EX30 Cross Country qui s'en venait. Bien là, c'est fait. Il a été officiellement présenté. Vous voyez que c'est tout simplement un Volvo plus haut sur pattes, avec un système là, de toit, des rails de toit et tout ce qui vient avec. On s'y attendait, mais il est magnifique, il est super beau. Il est super beau. Puis je pense que c'est une bonne idée que Volvo décide de s'en aller dans ce coin-là avec le X30, qui était pour le moment un petit véhicule urbain. Là. La portion arrière, vraiment réussie de ce petit véhicule-là. Franchement, Absolument. là, Volvo sont trouvés un beau petit créneau avec ça, d'après moi. Exact. Là. Tout à fait d'accord. On verra quel sera le succès et quel sera le prix. Ça va être la grande question. Rapidement, on a parlé de Nissan qui n'avait plus d'entente ou presque plus d'entente avec Honda. Mais il pourrait y être avec Foxconn. Foxconn, c'est la compagnie qui fabrique les iPhones. Et Foxconn est une compagnie, bien sûr, comme tu auras compris, de technologie. J'aime pas ça, là. Hein? J'aime pas ça, là. Bien, c'est cette compagnie-là qui, semble-t-il, ils font entre autres les iPhones et les consoles Nintendo. Donc, c'est eux autres qui seraient prêts à investir effectivement dans Nissan. Évidemment, on n'a pas encore tous les détails. C'est Bloomberg qui a parlé de cette possible transaction. Est-ce que c'est chinois? Non, c'est pas chinois, c'est coréen. Coréen. Donc, ça pourrait être... non, c'est pas coréen, excuse-moi, c'est taïwanais. Taïwanais. Oui. Alors, bon, on verra Ça ce que ça va s'améliore. donner, là, mais on verra. Et enfin, une dernière petite nouvelle, Range Rover Velar électrique qui s'en vient, dit-on, pour 2026. Son concurrent direct du Porsche Macan électrique. Donc, évidemment, on n'a pas tous les détails techniques. On sait seulement qu'on estime que ça va être 355 chevaux, donc on verra ce que ça va donner. Ce qui nous intéresse, c'est l'autonomie. Exact, mais pour le moment, Allons-nous on passer n'est à pas un encore... autre niveau où on va arriver avec un Moi, je véhicule pense. dont l'autonomie va être à peu près équivalent au I-Pace qui a fait en sorte qu'il n'a jamais percé. Mais tant que les batteries n'auront pas changé, il n'y aura pas de plus d'autonomie. Voilà. Merci, Voilà. Marc. Ça fait plaisir. En revolant, on s'arrête à virage et au retour, on répond à vos questions. Restez avec nous. Ce segment est une présentation du réseau des garages recommandés CAA Québec et de B-Lepage Autoservice. Visitez caaquebec.com pour trouver votre garage.
Voilà de retour, 670-9078, poste 230 ou encore virage@telemac.tv ou via notre Facebook. C'est des façons de nous poser vos questions et commentaires. La façon pour gagner des billets du Salon de l'Auto de Québec, évidemment, c'est via notre Facebook cette année qui est la meilleure façon de le faire. Et la preuve, c'est que Marc va nous donner une liste de gagnants qu'on va donner cette semaine. La semaine prochaine, encore une autre liste. Par ailleurs, tu n'es pas obligé de dire au monde que c'est pour me tenir occupé. Ils m'ont tous fait la remarque. On veut occuper Marc. Enfin, Marc va travailler un petit peu. C'est pas fou. Alors, les gagnants, il y en a pas mal. Là, je vous les nomme rapidement. Stéphane Milo, René Rioux, Christian Moret, Mario Dufour et Linda Mayou, Régis Bouchard, Denis Dubeau, Éric Grenier, Francis Vignola, Lucie Gingras, Marlène Ruel, Robert Brochu, Marquis Nadeau, Daniel, un homme ouimet, Jacques Vachon et Daniel Letourneau, qui sont les gagnants pour cette semaine. Il y en aura bien sûr d'autres la semaine prochaine. J'ai dit à tout le monde, écoutez, on ne les a pas choisis. On a gardé tous les noms qu'on avait. Là. On fera un autre tirage la semaine prochaine. Donc, si vous n'êtes pas là, mais que vous avez déjà donné votre nom, vous allez quand même être considéré la semaine prochaine. Tirage effectué devant public. Donc, on a assisté au tirage aléatoire. Effectivement, ce matin. Alors, voilà, vous vous présentez durant les heures de bureau à Télémac pour récupérer votre paire de billets, bien sûr. Messieurs, on a des questions. Il va avec Yves. Il veut acheter un F-150 version Tremor, qui est une version un peu hors route. Hors route, en fait. Et il dit, honnêtement, je fais pas de hors route. Chemin de gravier à l'occasion, je le trouve beau, donc il veut l'acheter parce qu'il le trouve beau. Je l'achète surtout aussi parce qu'il est fait en aluminium et son look, est-ce que c'est un véhicule qui est durable? Bon, c'est un F-150. Je veux dire, le Tremor est un ensemble, en fait, qui vous donne une surface, un dégagement un peu plus élevé, quelques plaques de protection supplémentaires. Oui, il est en aluminium, comme tous les F-150 sont en aluminium. Écoutez, je comprends que vous le trouvez beau. Regardez, il y a peut-être moyen d'avoir des options qui vont le rendre plus joli sans payer pour l'ensemble Tremor, qui est quand même assez dispendieux là, quand on l'ajoute au prix ordinaire. Mais oui, c'est le même F-150 que vous allez prendre n'importe où. Moi, je le trouve beau avec l'ensemble Tremor. Ouais. Comme le Maverick. Ils ont fait un beau travail avec le petit Maverick pour mettre l'ensemble Tremor qui est un petit peu plus haut, des pneus un peu plus agressifs, un look un petit peu plus en route, j'aime ça. Tu vois, moi, le Maverick, je suis plus Lobo. Ça, surbaissé. Lobo, voyons. Ou baissé ou le. On est au Québec, là. Ouais. Il n'y a que des trous et des bosses ici. On parle de beauté. On parle pas de pratique, on parle de beauté. Regarde-moi, on parle de beauté. Tu veux dire que c'est tellement laid que ça en est beau. C'est à peu près là-dedans que tu joues. Ouais. Incroyable. C'est vrai. Il a fait ça pour l'apparence, parce qu'il dit bien lui-même qu'il va pas dans la route. Alors, gâtez-vous. C'est ça, c'est de se gâter. C'est de se gâter. Fiat 124, est-ce que c'est aussi fiable et ça garde autant sa valeur qu'une Mazda MX-5? J'ai une opportunité pour cette petite voiture que j'aime bien. Évidemment, c'est en vue du printemps, j'imagine. Mais on peut rouler ces petites voitures-là à l'année sans problème. Oui, effectivement, en étant un petit peu aventurier, on va le dire. Oui. Mais, parce que, bon, c'est des propulsions. Malheureusement, non. J'ai fait quelques petites vérifications par pur hasard il y a quelques jours et la Fiat 124 a gardé moins de valeur que la MX-5. Il y a beaucoup moins de marché, il y a eu moins de production. Il y a eu plus de problèmes au niveau mécanique parce qu'on avait adapté la suspension, entre autres, et la transmission à Fiat. Puis ça n'a pas toujours été un mariage réussi. Donc, peut-être un petit peu plus de problèmes. Par contre, un véhicule qui va être plus exclusif, peut-être qu'à terme, absolument, ça va se Moi, j'ai pas de problème à le recommander, ce petit véhicule-là. J'en ai pas entendu. Le moteur, parce que c'est le moteur Fiat, multi-air, je sais pas trop quoi. C'est ça. On s'attendait, tout le monde avait prédit une catastrophe. Ça n'a pas eu lieu. Le moteur a été correct. Donc, au niveau des suspensions, je ne suis pas au courant, donc on va voir. Mais au niveau du moteur, puis pour moi, c'est la grosse question. C'est correct. Alors, c'est une petite voiture que vous allez pouvoir avoir longtemps. Oui, on peut pour la garder, ça, il n'y a pas de problème. On parle plus de valeur de revente, où là, il y a évidemment moins d'enthousiasme à l'égard de la Fiat 124. La copine a toujours un petit peu moins que l'original. Exact. Ben, c'est ça. Une bonne il est voiture. Beau. Moi, j'aime bien ça. Certaines personnes trouvent plus beau la version Fiat que la version Mazda, là, au niveau du design extérieur. Et même au niveau de la conduite, moi, je trouvais que les suspensions de la Fiat étaient beaucoup plus solides, beaucoup plus agréables que la MX-5. Le moteur est intéressant aussi, en tout cas. Mais comme tu dis, on s'attendait à une catastrophe au niveau du moteur, ce qui n'est pas arrivé, et ce qui n'arrivera pas non plus. Moi, je pense que la valeur de l'achat est peut-être un peu moins élevée que sur le Mazda.
Moi, ce que Mazda, j'aime beaucoup. Ce que j'aime aussi, c'est le côté qu'on peut avoir là, du club Mazda qui est fort et que tu peux voyager avec un tas d'amis, etc. Il y a toutes sortes de randonnées de préparer. Alors ça c'est un côté intéressant. Puis d'après moi, on est encore membre du club, Daniel, tous les deux. Oui, nous autres, on était... Nous autres, on est membre à vie. Oui, on a eu notre carte de membre. Ouais. Ils nous ont pas fourni de voiture, ça. Je comprends pas. Non, on a une carte, mais on n'a pas de voiture. Mach-E, est-ce que c'est vraiment la version standard? Est-ce que c'est assez au niveau de l'autonomie? Puis est-ce que la Mach-E est un bon choix? Mach-E a eu des problèmes, hein, on s'en cachera pas. Les premières années, premier hiver en particulier, ça n'a pas été facile au niveau du chauffage. Ça, c'est réglé, il n'y a pas de problème. Je connais personne qui n'en a pas eu. Version standard, on parle quand même d'en bas de 400 km d'autonomie. Ça dépend de votre usage, bien entendu. Elle se recharge rapidement, ça va bien, mais évidemment, ça dépend de ce que vous en faites. C'est 300, dans les bonnes journées, 360 km d'autonomie pour cette version-là. C'est peut-être un peu Mais serré. il y a eu le système d'infodivertissement aussi au tout début Ouais. qui a été un problème. Donc, ils ont eu les petits problèmes de début, mais depuis ce temps-là, la Mach-E est impeccable. C'est impeccable. Irréprochable comme véhicule. Tout à fait. Le rendement, la fiabilité est là. Moi, c'est un des bons choix dans le segment. Actuellement, oui. Il faudrait que Ford fasse un petit effort au niveau des incitatifs, là, mais évidemment, tout le monde est au ralenti présentement. Puis on a une question là-dessus, justement. Voiture électrique, Louis-Paul, c'est plutôt un commentaire qu'une question. Puis il dit que les propriétaires de véhicules électriques, s'il vous plaît, prévoyez et prenez le temps. Ça évite le stress à la recharge. Parce que la plupart des gens, selon son constat de Louis-Paul, il dit on arrive à une borne et les gens sont très stressés, ont hâte de recharger. Ça ne recharge jamais assez vite parce qu'on ne prévoit pas assez de temps lors des voyages. On le dit depuis le début, c'est la clé du succès. Ben oui. Mais évidemment, on part toujours un petit peu en retard, puis on veut toujours être arrivé avant de partir. Et pas rien que ça, c'est que malgré tout ce qu'on a dans la tête, on le compare encore avec un véhicule à essence qui prend 5 minutes c'est à pas faire ça. le plein. Il faut juste comme apprendre que c'est pas ça un véhicule électrique et que de plus en plus, ça s'est amélioré. Mon fils faisait l'essai d'un véhicule électrique, puis il disait à la blague, c'est la première fois que j'ai branché un véhicule puis que j'ai même pas eu le temps de faire les massos. Que mon application m'a rappelé pour me dire « Hey, t'es rendu à 80 on va débrancher. » Tu sais, il dit « Avant ça, c'était pas cette vitesse-là. » Donc, ça s'améliore de ce côté-là. Prenez juste le temps, effectivement, de l'apprécier. Bien, dans la même veine, au niveau des véhicules électriques, il y a Rémi, il dit on fait quoi avec l'achat d'un véhicule électrique aujourd'hui? Est-ce qu'il faut se résigner à payer le prix ou on attend encore un peu? Et combien de temps on attend? Et C'est le 1er avril. La vraie date, il faut attendre au 1er avril. Ça, on pense que ça va être ça. Ouais. c'est vraiment la clé de savoir avec le prochain budget, est-ce qu'on va revenir avec des incitatifs? Il y a des rumeurs qu'on va remettre un 1000, un 2000. Il y a des rumeurs qu'on va rien, qu'on va abandonner tout simplement. Donc, on ne le sait pas encore. Il y a beaucoup de pression que le gouvernement du Québec continue les incitatifs. Mais présentement, on est dans le néant. Et là où les constructeurs devront, puis moi, c'est mon gros point, là, les constructeurs, réveillez-vous! Faut que tu te réveilles parce qu'il y a beaucoup de véhicules électriques dans les cours. Ils sont très timides sur les incitatifs. Volkswagen, ça va bien. Quelques-uns que ça va bien. D'autres que tu n'entends pas rien. Mais si vous voulez vendre des voitures aujourd'hui, dites donc aux gens qui veulent en acheter, le 1er avril, on vous rembourse. Donc, je sais qu'au niveau du gouvernement, c'est pas rétroactif là, lorsqu'on met un incitatif. Mais le constructeur devrait dire, si le gouvernement met un 2000, on vous rembourse le 2000. Si vous l'achetez tout de suite, vous le prenez tout de suite. Le gouvernement donne... Au moins, ça pourrait libérer quelques petites voitures et faire des transactions ici et là. Mais présentement, on n'est pas assez agressif au niveau de l'industrie qui, eux aussi, attendent au 1er avril. Ouais, Alors, c'est la date qu'il faut attendre. 1er avril, les conditions avec les Américains. Il y a aussi au fédéral, parce que là, bon, M. Trudeau s'en va, il y aura un remplaçant qui, on ne pensait pas, mais là, semble être en mesure de battre Pierre Poilievre, qui lui disait on ne veut pas donner d'incitatif, mais le nouveau libéral dit moi, peut-être que je vais en donner. Alors, il y a toutes sortes d'incertitudes autour de ça actuellement. Mais tu as raison, Daniel, actuellement, les manufacturiers devraient faire leur part, puis jouer avec les taux d'intérêt, parce que là, on est encore à des taux très élevés. Bien, on commence. Mitsubishi fait un beau travail là, sur la version PHEV. On donne un taux d'intérêt avec un rabais. Mais
je trouve qu'on manque d'agressivité encore une fois pour réussir à convaincre les gens. La façon aussi de vendre les voitures électriques aujourd'hui, parce que aller acheter une voiture aujourd'hui, avec la température qu'on a, tu t'embarques là-dedans, il fait froid, t'es pas confortable. Ça prend des voitures qui sont à l'intérieur d'un commerce pour être capable de la regarder comme il faut. Mais si tu vas t'asseoir dans une voiture dehors aujourd'hui, tu ne pars pas avec, là, je suis certain. Ben non. VMW, on me l'a livré à l'intérieur. C'était vraiment superbe. Monsieur Jean-Guy Thomasin. Monsieur Thomasin, vous gagnez une paire de billets. Vous présenterez à Télémac, vous gagnez une paire de billets. Il demande à Jacques, en 1969. Jacques, c'est hier. Oui, c'est hier. Ouais. Il y avait un slalom à Québec. Oui. Quelle auto tu conduisais lors de ce slalom? Monsieur Thomasin voudrait savoir ça, parce qu'il était présent. Ah oui, ben, c'était un slalom qui était organisé par les clubs surf, dont je suis membre encore aujourd'hui, et que tous les membres se réunissent encore une fois par année pour aller justement à la cabane à sucre. Mais si ma mémoire est fidèle, j'avais une Shelby 500 qui n'était pas la vraie voiture pour faire un slalom, parce qu'il y avait des petites voitures, puis il y avait des Lotus, etc., qui mangeaient toutes. Et je me souviens des Mini, les gens qui... Il y avait des Mini, c'était les voitures à avoir à l'époque. Alors, je pense pas d'avoir eu un bon résultat. J'ai pas les feuilles, j'ai malheureusement... Ça tournait-tu, une Shelby 500? Pardon? Il me semble que ça se conduisait juste en ligne droite, une Shelby 500. À peu près ça. À peu près ça. Et comme il avait mis des virages, je passais par-dessus les côtes. C'est ça. Ouais. Je comprends la patente, mais évidemment, c'est ça, M. Thomasin. Alors, une Shelby 500, il a fait du slalom avec une voiture que tu fais pas du slalom. Regardez dans la dernière position. C'est toujours pareil. Quand tu connais pas vraiment l'automobile, qu'est-ce que ça peut rendre? T'sais? Parce que dans ces années-là, quand Camaro ont sorti, Mustang ont sorti, et Barracuda, toutes ces voitures-là ont sorti, on pensait qu'on achetait des voitures super performantes. Mais là, on a acheté des habillements, comme le Shelby, on a acheté des habillements avec des petites choses ici et là au niveau des suspensions. Mais c'était rien. À mettre ça sur une piste de course ou dans un slalom, comparé à des petites Lotus ou une Mini Cooper. Les gens qui avaient des Mini Cooper, ils faisaient des tours autour de nous autres à l'époque. mais c'était ça, tu sais. Alors, on a appris, j'ai appris rapidement, je peux te dire ça. Absolument. Question intéressante. Kia Soul 2018 EX noir, 92 000 km, 8 pneus, comme neuf. Oui. C'est un auto qui n'a pas eu de problème sur la Kia Soul. Vraiment pas. Mais non. Elle a été renouvelée après, mais essentiellement au niveau esthétique, parce que le reste n'a jamais eu de soucis. Beaucoup de composantes d'une Rio en dessous de oui, ça. c'est ça. Puis l'avantage de la Soul, c'est que tu les regardes, il y a eu une évolution du design, etc. Mais c'est pas une voiture qui a passé complètement de mode. Là, non. C'est une voiture qui est restée très agréable à regarder puis à posséder. Puis ça, c'est un bon point, Jacques, parce que j'avais l'impression que ça allait être une voiture de passage. Bien, moi aussi. Oui. Puis elle a perduré, elle s'est toujours bien vendue. Les gens l'ont toujours appréciée. Ouais. Puis c'est celle qui a marqué le début du nouveau design du côté de la Kia aussi, là, puis elle est encore là. Ben oui, toujours là. Bien fait. Aucun problème. Petite inspection, puis c'est tout. S'assurer que les freins et tout ça, mais si elle est comme neuve, vous pouvez en faire l'achat sans problème. Merci, messieurs. Ça fait plaisir, Daniel. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit la semaine prochaine, mardi soir prochain, 21h30, pour un autre Virage. Bonne semaine.